Kuei est un garçon solitaire qui n'a aucun ami parce qu'il change constamment d'école. Cependant, le premier jour dans sa nouvelle école, il croise accidentellement la fille la plus populaire, ce qui le conduit à découvrir qu'elle est en réalité une vampire étrange qui veut le vider de son sang. Tout commence lorsque Kuei débarque sur l'île et commence à se diriger vers l'académie, où la vice-présidente plantureuse, Erika, est là pour l'accueillir à l'école. Kuei se sent tout de suite à l'aise et pense qu'Erika est gentille, mais après à peine lui avoir serré la main, elle se recule comme si elle était en douleur intense et en choc. Kuei essaie de la calmer et de lui demander ce qui se passe, mais elle agit comme un singe électrocuté et le repousse. Elle devient ensuite fluster et se prépare à partir. Juste à ce moment-là, un camarade nommé Tsukasa passe par là, et Erika lui dit de faire visiter les lieux au nouveau, puis s'excuse en disant qu'elle avait d'autres choses à gérer. Les deux garçons font connaissance et deviennent rapidement amis. Ils commencent à se diriger vers la nouvelle chambre de Kuei, mais avant de pouvoir monter les escaliers, une fille au hasard saute sur Kuei, le mettant KO. Quand il revient à lui, il reconnaît sa mystérieuse agresseuse comme Kanade, accompagnée de sa sœur, Haruna. Ils reconnaissent Kuei immédiatement et disent à Tsukasa qu'ils étaient amis d'enfance. Le lendemain, ils déjeunent ensemble, et Kanade lui remet une carte de l'école. Kuei était censé prendre des photos des points de repère avant l'orientation, alors il s'est rapidement mis au travail, jusqu'à ce qu'il tombe sur une fille aux cheveux blancs nommée Shiro, qui poursuivait un lapin échappé, et Kuei finit par l'attraper pour elle. Shiro propose de l'emmener au bureau du conseil des étudiants en remerciement. En arrivant, le frère de Shiro, Seikiru, apparaît et la chasse, disant à Kuei qu'il n'était pas le bienvenu, mais un gars blond nommé Yori apparaît et invite Kuei à entrer pour prendre le thé. Mais, lorsqu'il arrive dans la salle du conseil étudiant, Kuei trouve Erika là, qui se met en colère contre Yori pour avoir laissé entrer le normie, puis s'en va en furie. Yori rigole en pensant à la blague qu'il a faite à sa sœur Erika, et se présente comme le président du conseil étudiant, avant d'informer Kuei qu'Erika s'était prise d'affection pour lui. Plus tard dans la nuit, Yori refait une blague à Kuei en changeant les rideaux de la salle de bain et en faisant entrer le voyeur pendant qu'Erika, qui exhibait ses énormes canons, se douchait. Elle le gifle alors qu'il s'en va en courant, laissant Yori rire aux éclats. Tsukasa prenait aussi un bain du côté des garçons, et a entendu Yori révéler sa blague, alors que Kanade donnait à Kuei un autocollant disciplinaire cette nuit-là. Il a intervenu, en disant que ce n'était pas de sa faute. Kuei a décidé de s'excuser pour son manque de maîtrise de soi, même si ce n'était pas ça faute, ce qui a été entendu par Erika, qui se trouvait à l'écoute. Cette nuit-là, elle est passée devant Kuei et Tsukasa dans les dortoirs et lui a chuchoté de la retrouver au pommier de gui le lendemain à 5 heures. Tsukasa lui a dit que cet endroit était célèbre pour que les amoureux avouent leurs sentiments, laissant Kuei tout excité. Plus tard, Kuei s'est dirigé vers la chapelle pour sa photo d'orientation, et l'atmosphère étrange l'a déstabilisé. Mais avant qu'il puisse rapidement prendre une photo et s'en aller, il a été témoin de la scène horrifiante d'Yori mordant dans le cou d'une étudiante. En raison de son étonnement, Kuei était en retard pour retrouver Erika, qui s'était énervée après l'avoir attendue et lui avait laissé une note en colère, lui disant à quel point il était inutile. Le lendemain, c'était la cérémonie d'entrée à l'académie, qui rassemblait tous les élèves. Après que tout le monde ait pris place, Yori est arrivé et a trempé toutes les filles. Comme il était un peu une célébrité en tant que senior et président du conseil des élèves, il a pris la scène et a prononcé un discours gênant qui a laissé les filles, avec un manque de chromosomes, hurlant à leur siège. Et ensuite, c'était sa sœur, Erika. Elle a conquis le cœur et les saucisses des gars dans la foule et a livré un discours relativement normal, jusqu'à ce qu'elle mette Kuei sous les projecteurs et le rabaisse devant l'académie pour être entré dans le bain des filles et avoir surpris un aperçu de ses poitrines, laissant les filles penser qu'il était un pervers tout en devenant simultanément une rockstar pour les gars excités. Après avoir été mis à l'index et exposé pour ses passe-temps peu conventionnels, Kuei est allé à son premier cours de classe. Et ses camarades de classe étaient plus intéressés à savoir ce qu'il avait vu dans les bains plus tôt, qu'à son action discutable d'y être allé. Mais cette absurdité est rapidement interrompue lorsqu'une mystérieuse fille nommée Kiria apparaît. Et les gars chuchotent, la qualifiant de reine des glaces. Après qu'elle eut pris place, la professeure principale dit à Kuei que sa place était juste derrière celle de Kiria, et il s'avance pour se présenter. Mais elle ne dit rien, seulement quelques mots peu intéressants. Kuei passa le reste de la journée à essayer de retrouver Erika pour s'excuser de ses erreurs, mais en vain, et il rentra dans les dortoirs pour la nuit. Là, il surprit Kanade en train d'organiser une vente aux enchères improvisée pour des jouets contrefaits laissés par des seniors, et à la grande surprise de Kuei, les étudiants abrutis étaient trop démunis pour s'en soucier et étaient excités, impatients d'acheter un peluche qu'une fille avait câliné. Cependant, sœur Shizuko, la conseillère, entre avec sa fameuse poêle à frire et met fin à la fête, avec Kanade et les autres étudiants qui s'enfuient. Une fois dans sa chambre, Kanade et Haruna ont tenu leur promesse et ont débarqué dans sa chambre comme des ninjas pour un goûter, où Kanade a demandé à Kuei s'il avait pris toutes les photos.
Kanad avait profité du pauvre idiot, et les images n'étaient pas destinées à un défi d'orientation, mais plutôt à une brochure qu'elle préparait. Vaincu et furieux, Kuei se contente de profiter du thé qu'Aruna a préparé et va se coucher. Le lendemain, les résultats d'un test blanc sont affichés, et Tsukasa n'a pas envie de vérifier, et Kuei voit qu'Erika était la meilleure de sa classe dans toutes les matières. Sauf en maths, où Kiriya a encore une fois rapporté la couronne. Ce jour-là, Kuei était en classe, regardant la reine du déshydraté par derrière quand il regarda par la fenêtre et vit le lapin de Shirou courir partout. Plus tard, il finit par rencontrer Shirou, qui était sur le point de pleurer, alors qu'elle expliquait que son lapin avait creusé un trou et s'était échappé de sa cage, et Kuei promet de l'aider. Juste à ce moment-là, Saikiru arrive et se fait une fausse idée sur la raison pour laquelle Kuei était avec sa sœur, mais il clarifie le malentendu et s'en va chercher le lapin. Pendant ce temps, Shirou et Saikiru demandent de l'aide à Erika et Yori pour trouver le lapin. Et Kuei implique ses amis. Bientôt, une véritable recherche est lancée pour retrouver l'animal de compagnie disparu. Cependant, Kiriya ne partageait pas l'enthousiasme du groupe, et lorsque Kuei s'approche d'elle, elle fait une blague sombre sur la chasse et la faim de l'animal, ce qui effraie Kuei alors qu'il s'éloigne. Plus tard, il passe devant le terrain de sport où des gars jouent au football. Et aperçoit Erika. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, Kuei repère le lapin, qui était à quelques secondes d'être frappé par un ballon qui avait dépassé les limites. Avant qu'Erika ne puisse réagir, Kuei plongé protège le lapin, se blessant au passage. Kuei est présenté comme le héros et dit au gars qu'il allait bien, et Erika. Il s'approche de lui avec un grand sourire, lui tend la main mais la retire rapidement. Juste à ce moment-là, Yori arrive et fait une autre blague grossière sur sa sœur timide. Puis se penche près d'elle en posant un mouchoir sur la main meurtrie de Kuei. Cependant, Kuei est repoussé par les sous-entendus piquants et s'en va, l'image d'Yori en vampire brûlant encore dans sa tête. Après cela, Shirou est enfin réuni avec son animal. Et Saikiru lui dit de remercier Kuei pour son aide. Ce soir-là, Kuei déplore une autre journée ratée à essayer de s'excuser auprès des Erika, quand elle apparaît de nulle part et qu'ils se réconcilient. Enfin, en serrant la main, elle lui pardonne d'avoir manqué leur rendez-vous, et clarifie que l'incident du bain était l'œuvre de son frère. Pendant ce temps, Saikiru a rapporté des résultats de test à Yori concernant le sang de Kuei sur le mouchoir, et ils sont tous les deux choqués d'apprendre qu'il y avait plus chez le perdant qu'il n'y paraissait. Maintenant officiellement membre du groupe d'amis de son harceleur, Erika se retrouvait à marcher à leur côté pour aller à l'école chaque matin, s'adaptant lentement à la réalité bizarre d'avoir de vrais amis qui ne semblaient pas se soucier de son comportement étrange. Les dynamiques de groupe étaient encore maladroites, mais elle essayait de s'intégrer malgré sa longue période d'isolement social. Lorsque Kanad a lancé une invitation à une fête de thé exclusive chez Kuei, elle ressentit un mélange étrange d'excitation et de terreur, car les rassemblements sociaux n'étaient pas vraiment son point fort. Mais la perspective de normalité était trop tentante pour refuser, alors elle décida d'inviter Shirou aussi. Pendant ce temps, Kuei était complètement inconscient du fait qu'il était minutieusement évalué par son frère Yori, qui avait développé une habitude inquiétante de le regarder dans les couloirs ou pendant les pauses déjeuner. Le président du conseil étudiant semblait à Kuei comme s'il avait trouvé sa prochaine cible, bien que son intérêt vif dépassait de loin la simple faim. Il y avait quelque chose de calculé dans la façon dont il observait les routines quotidiennes de Kuei, comme s'il étudiait sa proie avant de passer à l'action. Dans la cafétéria pendant leur pause déjeuner habituelle, la dure réalité de la situation financière de Kuei est devenue douloureusement évidente lorsqu'il a regardé avec envie les options de repas premium qu'il ne pouvait pas se permettre, alors il s'est assis comme un idiot et a mangé ses nouilles une fois de plus. Sa tentative pathétique de rendre son repas basique satisfaisant en piquant dans l'assiette de Tsukasa n'a trompé personne à leur table. Haruna est venu à la rescousse et lui a généreusement glissé une portion de sa salade, sans faire de cas de son manque d'argent. Tsukasa a suivi le mouvement, échangeant discrètement certaines de ses meilleures portions de nourriture avec l'excuse triste de Kuei pour le déjeuner, transformant leur repas en un partage improvisé, qui a d'une certaine manière rendu la cafétéria moins solitaire. Alors qu'ils mangeaient et discutaient de sujets scolaires ennuyeux, toute l'attention de la cafétéria s'est soudainement tournée et s'est concentrée intensément sur Kiriya la déshydratée, qui venait de commettre un délit culinaire en versant négligemment un paquet entier de poivrons en poudre dans sa nourriture déjà épicée et a commencé à la manger comme s'il s'agissait de bonbons ordinaires. Les étudiants regardaient avec une fascination horrifiée alors qu'elle consommait son repas volcanique sans même transpirer, cimentant sa réputation de méchante déséquilibrée. Ce soir-là, après avoir enduré l'obsession bizarre de Kanad pour son sumo spectacle de détective, Kuei se rendit à sa chambre, où Erika arriva nerveusement pour leur après-midi thé prévu. Elle avait amené Shiro, et c'était une fête animée qui se termina par des projets de sortir en ville et de faire du shopping. Ce week-end, leur aventure fut remplie de toutes les expéditions de shopping habituelles.
et des plaisanteries à la plage que Kuei n'avait vues que dans les films. Ils ont déambulé dans les magasins locaux, essayé des tenues ridicules, et ont passé des heures à la plage à construire des châteaux de sable, à jouer et à s'amuser. Jusqu'à ce que cela se termine avec Erika tirant Kuei de côté et l'avertissant, de manière inquiétante sur les véritables intentions de son frère. La semaine suivante à l'école, le comportement d'Yori est passé d'une observation subtile à un véritable harcèlement. Il suivait Kuei de façon persistante dans les couloirs, apparaissant derrière les coins, au moment opportun et faisant sentir sa présence de manière de plus en plus inquiétante. Finalement, il a coincé sa cible seule dans la salle des casiers après que la plupart des élèves soient rentrés chez eux, lui demandant tranquillement de venir pour un jeu privé, au bureau du conseil étudiant après l'école. L'invitation semblait innocente, mais lorsqu'il est arrivé à contre-cœur au bureau ce soir-là, Shiro était déjà là, en train de préparer le thé. Elle avait préparé un service de thé élaboré avant que son frère ne lui demande diplomatiquement de partir, s'éloigner avec des instructions polies mais fermes, laissant les trois d'entre eux seuls dans le bureau spacieux. Ce qui avait commencé comme leur jeu innocent a rapidement pris une tournure profondément troublante lorsque le président du conseil des étudiants s'est délibérément poignardé dans le bras avec un ouvre-lettre, observant la réaction horrifiée de Kuei avec amusement. Alors que la blessure se régénérait immédiatement sous ses yeux. Cette démonstration décontractée servait de rappel choquant de son statut de vampire pour Kuei, et l'image mentale vive d'avoir son sang lentement drainé par des crocs a presque plongé Kuei dans un coma complet de terreur. Juste au moment où il pensait qu'il allait devenir le dîner, Yori a révélé avec désinvolture que il ne prévoyait pas de le manger, et voulait simplement que Kuei rejoigne le conseil des étudiants, puisqu'il connaissait maintenant leur secret de vampire soigneusement gardé. L'autre option était de faire effacer complètement sa mémoire, tout comme ce qui avait été fait à cette fille à la chapelle que Yori avait été surpris en train de grignoter. Juste à ce moment-là, Erika est arrivée au bureau à temps et était vraiment inquiète de ce que son frère imprévisible pourrait faire à son premier vrai ami. Yori a joué une blague cruelle, et Erika a été laissée à contre-cœur gérer l'effacement de mémoire, après avoir révélé sa nature de vampire. Au final, Kuei prend la décision de ne pas rejoindre le conseil. Il décide fermement qu'il préfère être un creep fauché avec ses souvenirs intacts, plutôt que de devenir ami avec les vampires. Puisqu'il a toujours été un solitaire au départ. Plus tard, à la plage, alors que le soleil se couche, Erika craque complètement en pleurs parce qu'elle ne veut pas effacer les précieux souvenirs de son nouvel ami. Elle était profondément bouleversée et le cœur brisé qu'ils veuillent oublier tout ce qu'ils avaient partagé ensemble avec leur groupe d'amis proches. Après avoir passé un moment à réfléchir intensément à toutes ces expériences significatives avec Kanade et la bande, qui l'attendaient probablement de retour au dortoir. Kuei réalise enfin quelque chose d'important. Avoir des amis surnaturels n'était pas si terrible. Surtout quand il semblait se soucier de son bien-être. Il a finalement décidé de rejoindre le conseil des étudiants, un choix qui a rendu à la fois Yori et Seikiru extrêmement contents de l'issue inattendue de leur stratégie de recrutement élaborée. Kuei le creep commence le lendemain en bourdonnant d'excitation à l'idée d'être au conseil des étudiants des suceurs de sang. La réalité de travailler aux côtés de véritables vampires semble surréaliste, mais il est déterminé à tirer le meilleur parti de cette étrange opportunité qui s'est présentée à lui. Au bureau, Yori lui donne un cours intensif détaillé sur leurs capacités surnaturelles, expliquant tout ce qu'il doit savoir sur la société vampire. Il possède tous les traits typiques des vampires que les gens attendent des films. Des livres, sauf qu'ils adorent se prélasser au soleil et mangent régulièrement de l'ail au petit déjeuner comme si c'était un genre de complément alimentaire. Yori révèle qu'il est un vampire ancien avec des siècles d'expérience à son actif. Ayant été témoin de nombreux événements historiques, tout en conservant son apparence juvénile. Pendant ce temps, Erika a en réalité le même âge que Kuei malgré son statut de vampire. Et elle a une faiblesse particulière pour la nourriture, extrêmement épicée qui la fait réagir de manière étrange. Leur famille s'avère être la plus puissante et la plus en vue de l'île, exerçant une influence politique et sociale considérable, qui s'étend bien au-delà des murs de l'école. Ils avaient également une amitié historique avec la famille de Shiro et Seikiru. Après avoir terminé la session d'orientation des vampires, Yori fait une demande qui prend Kuei au dépourvu. Il lui demande de construire une relation plus forte avec Erika, affirmant que leur rencontre étrange dans le bain les a en quelque sorte transformés en partenaires sans secret entre eux. Ce commentaire embarrassant fait perdre complètement son calme à sa sœur mortifiée, qui lui éclate le visage violemment contre le mur avec suffisamment de force pour laisser une bosse. Après la séance d'éducation surnaturelle, Yori emmène Kuei dans sa salle de classe habituelle, pour le présenter comme l'organisateur principal de cette année, du festival sportif très attendu. Les élèves sont d'abord surpris que leur idole bien-aimée Twink ne gère pas personnellement cet événement prestigieux, puisqu'il a organisé des festivals incroyables les années précédentes. Cependant, ils acceptent à contre-cœur le nouveau venu après qu'il ait prononcé ce qu'ils pensent être un discours absolument brillant, même si Yori le considère simplement comme transformant une timidité en mérite.
La nouvelle position exigeante de Kuwei le tient extrêmement occupé avec une planification sans fin. Réunions et paperasserie, ce qui le surcharge au point de ne pas pouvoir se joindre à leurs habituelles rencontres autour d'un thé avec son groupe d'amis. Il parvient à s'organiser en programmant des sessions tard le soir avec la bande, qui le soutiennent inconditionnellement malgré son emploi du temps chaotique. Alors qu'il discute de ses nouvelles responsabilités difficiles autour de snacks et de boissons, Haruna devient particulièrement désireuse d'aider avec tout ce dont il pourrait avoir besoin. Elle se souvient de la façon dont il lui écrivait des lettres de motivation pleines de réflexion durant les périodes difficiles qu'elle a traversées dans le passé, et elle veut lui rendre l'appareil de tout son cœur en étant là pour lui maintenant. Plus tard, alors qu'elle travaille sur des recherches et des références dans la vieille réserve du conseil, il parvient à tisser un lien beaucoup plus fort avec son meilleur ami vampire alors qu'ils examinent ensemble de vieilles photographies. Les photos montrent Liori qui ne vieillit jamais posant avec d'anciens élèves d'il y a des décennies, son apparence complètement inchangée tandis que les élèves humains autour de lui ont depuis longtemps obtenu leur diplôme et vieilli. Kuwei est frappé par une étincelle de génie, et il utilise son expérience considérable en tant que étudiant transféré répétitif pour créer le meilleur festival sportif que l'académie ait jamais connu. Il s'aventure même en ville avec Shiro pour obtenir personnellement des sponsors auprès des entreprises locales puisqu'aucun des autres membres du conseil étudiant ne veut suivre son approche de collecte de fonds peu conventionnelle. Shiro est heureuse de l'accompagner dans sa quête secondaire, car être dehors et interagir avec des habitants ordinaires n'est pas quelque chose à quoi elle est habituée en tant que membre protégé de sa famille prestigieuse. Son éducation l'a tenue isolée des interactions sociales normales. Alors ces sorties deviennent de petites aventures pour eux deux. Lors de leur chasse aux sponsors, ils visitent diverses boutiques et restaurants, avec Kuwei qui pratique ses compétences de persuasion pendant que Shiro l'observe. Les commerçants locaux sont étonnamment enthousiastes puisque Shiro était avec lui. Ils obtiennent des dons de nourriture, de décoration, et même de l'argent pour des prix lors des compétitions. Shiro se confie sur la réputation de sa famille et sur le fait qu'elle n'avait jamais quitté l'île de sa vie. Cela amène Kuwei à promettre de l'emmener hors de l'île lors d'un voyage, en guise de remerciement. Alors que les préparatifs du festival se poursuivent, Kuwei s'investit dans tous les aspects du processus de planification. Il organise des réunions de comité, coordonne avec différents clubs, et vérifie personnellement l'installation des différents stands et activités. Son approche pratique amène les autres étudiants à s'ouvrir à lui et à lui donner un coup de main chaque fois qu'il le pouvait. Erika le voit travailler dur et commence à s'approcher pour l'aider. Mais elle est laissée sans voix quand un groupe d'étudiants vient à son aide. Elle remarque qu'à la fin de la période intensive de préparation du festival, il est devenu assez populaire parmi les étudiants, qui ont mystérieusement pardonné ses activités étranges depuis son arrivée à l'école. La transformation de Kuwei, d'exclu social à leader étudiant respecté, ne passe pas inaperçue aux yeux d'Yori et de Saekiru, qui observent son progrès avec un vif intérêt. Ils constatent tous deux sa remarquable évolution personnelle tout au long de ce processus et se sentent complètement satisfaits de leur choix stratégique de majordome vampire. Enfin, le jour du festival sportif était arrivé. Kuwei commence en beauté en oubliant son discours d'ouverture à cause de sa mémoire de 500 mégaoctets. Yori l'interpelle dans la foule, évoquant l'incident du bain, ce qui enflamme la public, et Kuwei passe rapidement à la cérémonie de serment avant de commencer le festival. Le premier événement de la journée était la course de 100 mètres, que Kiri a arrêté avec nonchalance en arrivant deuxième, puis s'est mise à partir dans une attitude détendue. Quand Kuwei l'arrête et lui dit qu'elle a bien couru, Kiri l'ignore et s'éloigne, peu impressionné par les paroles du perdant. Ensuite venait la course de 400 mètres, où Kanade supplia Kuwei de faire quelque chose. Commentaire, et quand on lui a demandé pourquoi, elle a expliqué que Haruna participait, et qu'elle ne voulait pas passer tout le temps à fixer sa sœur mariée. Avant qu'elle ne puisse augmenter le facteur fric, Kuwei lui vole le micro et commence à commenter la course, avec Haruna et Erika en tête. Cependant, elle commence à mesurer la distance entre elles en longueur de cheval. Donc, lorsqu'Erika gagne, elle se précipite vers la cabine de commentaires et donne un coup de grâce de niveau Mortal Kombat, en la qualifiant de cheval sauvage. Le reste de la journée a été rempli de sottises et de plaisanteries, tout le monde s'amusant énormément. Les habitants de la ville étaient venus, soit en tant que sponsors, soit en tant que spectateurs. Cependant, les assistants de Kuwei ont mal géré la distribution des prix, et maintenant il manquait de prix. Mais il fait un rapide calcul mental et se souvient de l'anniversaire de Haruna, quand lui et Kanade n'avaient pas assez d'argent pour son cadeau. Alors ils lui ont donné un bon promettant le cadeau plus tard. Il a proposé la même idée à son équipe et a fait en sorte que les assistants préparent des bons. Pendant qu'il allait supplier les adultes et les commerçants pour obtenir plus de prix sponsorisés, les adultes du spectacle de monstres ont accepté, car ils semblaient s'amuser à regarder les gars et les filles en sueur concourir. Après cela, le groupe s'est assis pour déjeuner, où ils ont tous trop mangé. Beaucoup à cause de Haruna qui a exagéré avec la cuisine. Elle avait même préparé les nouilles frites préférées de Kuwei, car elle voulait qu'il soit actif pour
la course en 3 jambes qu'ils faisaient ensemble peut être impatiente pour la 3e jambe de Kuei. Cependant, Kuei révèle qu'il ne pouvait pas participer à l'événement qu'il avait organisé lui-même, puis essaie de minimiser la déception qu'il ressentait. À ce moment-là, Kiriya passe par là et se moque de sa fausse performance de bon gars. Avant de partir rapidement après avoir énervé Erika, Kuei suit Kiriya jusqu'à un endroit isolé où personne n'était autour et lui demande de se joindre à l'amusement, mais il est rappelé à la tente principale avant qu'il ne puisse discuter davantage avec elle. Bientôt, la fête sportive reprenait avec une version de balle aux prisonniers à l'eau. Dès que le jeu a commencé, Kanade a été trempée en quelques secondes, enflammant tous les gars autour d'elle avec une vue imprenable sur ce qu'elle avait sous sa chemise. Elle a couru, totalement embarrassée, en s'assurant de marquer les vilains garçons qui regardaient ses seins avec des autocollants de punition disciplinaire. Pendant ce temps, Shiru se faisait battre sur le terrain et, malgré qu'il soit dans l'équipe adverse, Saikiru est venu la sauver des balles d'eau. Pendant ce temps, Yori a la tête dans le sable, se vantant de ne jamais avoir perdu dans le sport aquatique, malgré que ce soit la première fois qu'il est organisé. Après la fin du temps imparti pour le jeu, les étudiants se rassemblèrent rapidement pour la course à 3 pattes. Mais Haruna s'était foulé la cheville plus tôt et ne pouvait plus participer, laissant Kuei son partenaire. Les étudiants proches chuchotaient entre eux en se demandant comment ils ne pouvaient pas s'associer avec lui, alors Kuei fait signe à Kiriya et lui demande de devenir sa partenaire pour la course. Après avoir vu l'enthousiasme dans les yeux de tout le monde, elle, à contre-cœur, accepte, mais dit à Kuei de ne pas avoir d'attente. Haruna se met à tresser les cheveux de Kiriya, confessant qu'elle voulait devenir son amie depuis longtemps. Enfin, la course commence et Erika est en tête avec sa partenaire. Alors Kuei descend de son cheval et dit à Kiriya que tout ce blabla sur le plaisir peut aller se rhabiller, et qu'il voulait désespérément gagner. Après la première moitié de la course, les filles changeaient de costume. Et Kiriya est apparue, adorable dans un costume de maid, rendant tous les garçons fous. Pendant ce temps, Erika prenait son temps, et quand elle est enfin sortie, elle portait un costume de canard d'une émission populaire, ce qui l'a déséquilibrée. Ce qui a conduit à la victoire de Kuei et Kiriya. Au final, le festival a été un énorme succès, avec les sponsors impatients pour l'année suivante. Yori était complètement heureux du succès de l'événement, et en cadeau, a donné à Kuei une clé de sa chambre. Cependant, le point d'Erika est rapide à clarifier le malentendu alors qu'elle dit à Kuei que c'était une clé de la tanière du diable, pour des raisons de commodité. Kuei se renseigne sur les wearabouts de Kiriya, mais personne ne sait où elle est allée après la fin de la course. Alors que certains étudiants le poussent vers une after-party, Kuei rappelle à Erika, lui disant qu'il a apprécié son nouveau rôle de membre du conseil étudiant, ce qui l'a fait sourire. Quelques jours plus tard, Kuei croise Haruna dehors dans le couloir animé pendant la pause déjeuner, où elle met diligemment en place des affiches promotionnelles colorées pour le mois de service communautaire à venir que l'école organise chaque année. Le majordome décoré par les vampires se sent surpris et légèrement agacé que Yori n'ait pas pris la peine de l'informer de cet événement important à venir, surtout puisque le conseil des étudiants est censé fournir une assistance directe et une coordination pour toutes les grandes activités scolaires. Il se demande s'il s'agit d'un autre de leurs tests, ou s'ils ont simplement oublié de l'inclure dans leur réunion, alors qu'il aide Haruna à transporter soigneusement le reste de la pile de flyers vers différents panneaux d'affichage dans l'école. Ils sont suivis de manière assez persistante par Kanade, qui rôde autour des coins et se cache derrière des casiers tout en observant chacune de leurs interactions. Elle est devenue absolument convaincue que sa chère sœur est profondément et désespérément amoureuse de Kuei, malgré le fait qu'elle n'ait aucune preuve réelle pour soutenir cette théorie romantique. Il y a 6 ans, lorsque Kuei a d'abord parlé à Haruna des projets de sa famille de quitter l'île en raison du transfert soudain de son père vers le continent, ils avaient fait une promesse sincère de rester en contact par le biais de lettres manuscrites régulières. La distance semblait gérable quand ils étaient jeunes et optimistes quant à le maintien de leur amitié à travers les kilomètres. Ces lettres sont devenues leur lien vital pendant les années de séparation. Dans sa chambre, Kuei parcourt tranquillement ses précieuses lettres un soir, lorsqu'il surprend soudainement Kanade, la surveillant à travers l'écart des rideaux. Sans hésitation, il attrape la stalker par le col et la ramène immédiatement à sa sœur, exigeant une explication pour son comportement de surveillance de plus en plus étrange. Kanade essaie de jouer l'innocente, mais son expression coupable révèle complètement ses plans de mise en relation. Au cours des jours suivants, Yuki et Kuei commencent à remarquer un comportement encore plus étrange que d'habitude de la part de Kanade, qui met constamment un effort excessif à les taquiner en tant que couple potentiel lors de leurs conversations de groupe et essaie désespérément de les mettre en couple romantiquement à travers ses plans. Ces tentatives vont de les laisser seuls ensemble à faire des commentaires suggestifs sur à quel point ils sont mignons ensemble, à ne laisser Haruna que servir le thé à Kuei. À un moment donné, Haruna s'inquiète que sa sœur soit devenue obsédée par
Kuei lui-même et essaie également de manipuler le même résultat romantique. Enfin, c'est enfin le jour de l'événement spécial de nettoyage promotionnel. Organisé par le conseil des étudiants pour faire connaître et susciter l'enthousiasme pour les nouveaux uniformes de nettoyage que les étudiants porteront pendant le mois du service communautaire. Les membres du conseil n'ont toujours pas pris la peine d'informer Kuei des détails spécifiques de cet événement, et il comprend bientôt exactement pourquoi ils l'ont tenu dans l'ignorance. La présidente manipulatrice et pétillante utilise la nature des hommes pour jouer des jeux calculés, des jeux psychologiques avec l'ensemble de la population masculine étudiante, comme il l'avait stratégiquement conçu des costumes de nettoyage spéciaux pour les étudiantes qui les font ressembler exactement au type de femmes de ménage qui finissent par voler des maris à leurs véritables jouets. Le plan manipulateur fonctionne parfaitement selon leurs attentes. Et la foule d'étudiants masculins se plonge complètement dans l'esprit de nettoyage après que le sang afflue vers leurs saucisses. L'enthousiasme pour le mois du service communautaire explose alors que des jeunes hormonaux devenaient soudainement très intéressés à participer à des activités de nettoyage qu'ils auraient normalement évitées à tout prix. En voyant sa sœur debout timidement sur scène dans l'uniforme accrocheur, Kanade attrape immédiatement le bras de Kuei et le tire de force au premier rang pour avoir la meilleure vue possible. Elle les force pratiquement à poser pour une photo de couple tout en frappant sa sœur avec une citation d'amour et de sacrifice, mais tout cela met Haruna en colère, et elle quitte la scène, complètement fâchée et embarrassée par l'exposition très publique que sa sœur a orchestrée sans permission. Elle se sent manipulée et exposée devant toute l'école, alors qu'elle révèle que sa sœur était excessivement performante parce qu'Haruna avait eu un accident et avait perdu la mémoire. Après que Kuei a quitté l'île il y a toutes ces années, Haruna a eu un grave accident qui a commodément effacé ses souvenirs de toute l'année qu'elle avait passé à développer son amitié avec le pervers. La blessure à la tête était suffisamment grave pour provoquer une amnésie sélective, effaçant des périodes spécifiques tout en laissant d'autres souvenirs intacts. Rongée par une culpabilité écrasante à cause de l'accident traumatisant de sa petite sœur, qui s'est produit alors qu'elle était censée la surveiller, Kanade commence à se consacrer entièrement à rendre Yuki heureuse, quel que soit le prix à payer. Elle se reproche de ne pas avoir empêché l'accident et s'engage dans une vie de service pour compenser ce qu'elle perçoit comme un échec en tant que grande sœur protectrice. Elle avait supposé à tort que sa sœur et Kuei étaient mutuellement amoureux. Cela se basait sur des fragments de conversation et des lettres qu'elle avait observées, c'est pourquoi elle s'est complètement laissée emporter en jouant les entremetteuses. Kuei prend le temps d'expliquer soigneusement aux deux sœurs qu'il et Haruna sont simplement de proches amis d'enfance qui se sont reconnectés après des années de séparation. Rien de plus romantique que cela. Après avoir entendu les histoires émotionnelles des sœurs en conflit et compris la racine de leur conflit, il rencontre en privé Kanade pour aborder le véritable problème. Il explique comment Haruna n'aime pas le fait que sa sœur sacrifie son tout au long de sa vie et pour son bonheur personnel afin de la rendre heureuse, ce qui est la véritable raison pour laquelle elle a été distante et refuse de lui parler récemment. Il encourage alors Kanade à rencontrer Haruna à leur ancien endroit préféré près du Gi, où les sœurs ont enfin la chance d'exprimer leurs véritables pensées. L'une à l'autre ouvertement et honnêtement pour la première fois depuis des années. Haruna avoue que sa faiblesse physique, qu'il a su depuis sa naissance en raison d'une maladie chronique, l'a rendue secrètement jalouse de sa sœur parfaitement saine. Cependant, après l'accident qui a effacé sa mémoire, elle n'aimait pas voir sa sœur autrefois, joyeuse et insouciante devenir complètement concentrée sur son bonheur. Tandis qu'elle restait un personnage secondaire dans l'histoire de sa propre vie. Pendant ce temps, Kanade se sentait terrible d'avoir laissé sa sœur malade se blesser alors que elle s'était amusée insouciamment en étant une adolescente en colère. Elle avait consacré tout son temps libre à compenser son échec perçu en aidant Yuki avec absolument tout. C'est alors que Kuei révèle que même après l'accident d'effacement de mémoire, Haruna avait continué à envoyer des lettres à son ancien adresse malgré le fait qu'elle avait complètement oublié qui il était. Ils s'étaient reconnectés naturellement et avaient travaillé ensemble pour créer de tout nouveaux souvenirs tout en honorant leur ancien lien. Le trio, maintenant réuni et comprenant enfin les motivations et les sentiments des uns et des autres, prend un moment pour se souvenir des vœux sincères qu'ils avaient formulés au sanctuaire du Gi des années auparavant, lorsqu'il était enfant, qui était que Kuei leur revienne. Erika vient de remettre à sa place un ordre timide après qu'il a tenté désespérément une approche romantique avec elle pendant la pause déjeuner dans la cour. Il avoue ses sentiments, mais elle le rejette immédiatement et efficacement. Maintenant sa règle personnelle stricte contre toute forme de relation depuis qu'elle considère celle-ci comme des activités purement humaines, qui ne concernent pas les vampires comme elle. Juste après avoir rejeté le pauvre gars, elle croise Kuei près de l'entrée principale. Le bâtiment, qui lui joue la classique petite coiffure en arrangeant nonchalamment une mèche qui s'est prise dans son col. Son frère Yori observe cette interaction innocente de l'autre côté de la cour avec un vif intérêt, notant à quel point Kuei aborde sa sœur naturellement et comment elle ne
la repousse pas immédiatement comme elle le fait avec d'autres élèves. Plus tard cet après-midi, au bureau du conseil, Kuei découvre par une conversation décontractée que c'est l'anniversaire d'Erika. Un fait qui semble n'intéresser personne d'autre. Il quitte immédiatement le bureau dès qu'il en a l'occasion, en utilisant une course comme prétexte pour aller chercher quelque chose pour la vampire méchante. Pendant ce temps, les étudiantes s'affairent à nettoyer la piscine de l'école en costume de servante, en préparation de leur prochaine journée à la piscine et de l'événement combiné de natation. La piscine n'a pas été utilisée depuis des semaines et a besoin d'un bon nettoyage pour être prête pour le grand jour. Yori et Saikiru arrivent pour aider au nettoyage. Bien que chacun ait ses propres motivations cachées. Yori obtient sa dose quotidienne de validation féminine, tandis que Saikiru fait un peu de nettoyage de façade pour sa sœur. Après être retourné au bureau plus tard dans la soirée, Kuei travaille assidûment sur les documents de planification de l'événement avec Erika, passant en revue les emplois du temps, et coordonner différentes activités pour la journée à la piscine. Une livraison de sushis arrive au bureau, spécifiquement adressée à lui. Ce qui confond Erika puisqu'il n'a pas mentionné avoir commandé de la nourriture, après avoir récupéré son véritable colis de Tsukasa, qui l'aide avec ça. Mission secrète, il le présente à Erika avec une excitation nerveuse. Il réussit à lui commander un magnifique bouquet de fleurs fraîches et demande à Tsukasa de l'aider à le récupérer chez le fleuriste, puisqu'il devait être présent au bureau. Après avoir offert à la vampire solitaire son tout premier cadeau d'anniversaire, elle le remercie avec des larmes formant dans ses yeux normalement froids et immortels. Le geste la touche plus profondément que prévu, car être immortel signifie que les vampires, traditionnellement, ils ne célèbrent pas les anniversaires ni le passage du temps. Plus tard, dans sa chambre privée, en cherchant l'endroit parfait pour afficher son précieux cadeau, où elle pourra le voir chaque matin, elle fait une série de crises cardiaques à cause de l'impact émotionnel écrasant. Sa physiologie de vampire n'est pas habituée à traiter des sentiments aussi intenses et positifs. Et sa poitrine se serre sans cesse avec une chaleur inconnue. Après que le conseil étudiant ait décidé de combiner la compétition de natation avec la journée à la piscine, pour maximiser la participation et le plaisir, toute l'école se change en maillot de bain avec enthousiasme. L'événement promet d'être l'un des moments forts du semestre, avec des compétitions et de la natation récréative se déroulant simultanément. Shiro, qui se change dans le vestiaire des filles avec toutes les autres élèves, oublie complètement comment enlever correctement sa chemise lorsque la variété de poitrine bien développée autour d'elle la fait se sentir complètement inadéquate par rapport à son propre développement physique. Elle se tient là, luttant avec son uniforme tout en essayant de ne pas fixer ses camarades de classe plus matures, se sentant comme une novice parmi des femmes adultes. Les élèves masculins sont beaucoup plus concentrés sur Sœur Shizuko, qui est apparue au bord de la piscine. Dans sa tenue religieuse conservatrice complète le jour où elle est censée montrer ses attributs sacrés au corps étudiant. Yori, en revanche, n'a absolument aucun problème à exhiber son corps de twink parfaitement sculpté. Pour les filles, qui deviennent complètement folles de ses aperçus calculés et de ses poses stratégiques. Il sait exactement ce qu'il fait et profite de chaque seconde de l'attention. Jusqu'à ce qu'Erika s'agace de son exhibitionnisme, et le pousse violemment dans la piscine. Erika et Kuei, qui se laissent constamment distraire par ses melons malgré ses efforts pour se concentrer sur le travail, coordonnent l'ensemble de l'événement depuis le bord de la piscine. Ils gèrent les inscriptions, suivent les temps, et s'assurent que tout l'équipement fonctionne correctement. Kanade joue le rôle d'animatrice enthousiaste du programme, utilisant le système PIA de la piscine pour lancer leurs différentes courses et autres événements compétitifs avec une énergie contagieuse. Vers la fin de cette journée bien remplie, elle met en place un événement spécial, de style élimination qui excite tout le monde. Elle rassemble tous les pratiquants de judo masculin et organise un jeu intense, où ils doivent traquer et capturer les bonnets de bain rouge sur la tête des filles. Après avoir lâché les bêtes dans la piscine, ils commencent immédiatement à ravager les participantes féminines, les éliminant une par une avec une efficacité surprenante jusqu'à ce que seules Kiria et Shiro restent debout en tant que dernières survivantes. Utiliser leur agilité et leur mignonnerie respectivement pour s'échapper. Les garçons décident d'abord d'entourer la grande gelée, qui se tient dans le bassin peu profond, prête à les affronter tous, en même temps avec ses réflexes supérieurs et ses capacités de combat. Il se jette sur elle de manière agressive dans une attaque coordonnée, mais elle se révèle trop glissante et parvient à s'échapper complètement de leur emprise combinée. Voyant sa petite sœur chérie Shiro sur le point d'être submergée et vaincue par une douzaine de bâtons de viande dans le fond plus profond de la piscine, Saikiru perd son calme, mais Yori l'arrête. Les garçons reculent immédiatement de leur poursuite agressive, décidant sagement de éviter une peine de prison précoce pour avoir blessé la jolie fille avec un frère menaçant. À la fin de cette journée mouvementée et épuisante, les étudiants masculins se vengent de la sœur Shizuko en la jetant sans cérémonie dans la piscine. Avec tous ses vêtements sacrés encore sur elle, puis s'en allant triomphalement pendant qu'elle suffoque dans l'eau. Kuei et Erika se retrouvent seuls pour ranger tout l'équipement éparpillé et nettoyer le désordre. Kuei décide de la défier à une petite course de natation, puisqu'ils n'ont pas vraiment
participer à la partie amusante de l'événement à cause de leur responsabilité de coordination. Comme prévu, elle bat Kuwei dans la course, qui est trempée de plusieurs façons. Après être sortis de la piscine, ils tombent presque ensemble sur les carreaux mouillés, et instinctivement, ils s'agrippent l'un à l'autre pour se soutenir et éviter de tomber. Saisissant ce qui semble être l'occasion en or parfaite, Kuwei s'approche pour une session de succion, mais le cœur d'Erika commence à s'emballer de panique. Et elle s'enfuit de lui dans une terreur totale. Elle se retire rapidement dans sa chambre privée, où la douleur physique et son désir dangereux pour le sang de Kuwei s'intensifie au-delà de son contrôle. Elle lutte désespérément pour se retenir de céder à ses instincts de vampire, brisant accidentellement son précieux cadeau de fleurs. Dans le processus violent alors que ses mains tremblent de manière incontrôlable. Erika, qui s'est endormie à son bureau en rêvant à la courbe élégante du cou de Kuwei, se réveille soudainement d'un cauchemar vif où elle a aspiré chaque once de liquide de son corps, le laissant complètement vidé et sans vie sur le sol. Le rêve paraît étrangement réaliste lorsqu'elle se réveille en sursaut en transpirant à grosses gouttes. Pendant ce temps, de l'autre côté du campus, une étudiante qui vient de finir sa confession amoureuse à la chapelle s'apprête à partir dans la soirée. Lorsqu'elle assiste à quelque chose qui lui glace le sang. Une fille encapuchonnée se tient de manière menaçante sur le toit de la chapelle, comme un genre de gargouille surnaturelle, et la témoin oublie complètement comment fuir face à la vue terrifiante. Ses jambes deviennent de la gelée alors qu'elle regarde fixement la silhouette mystérieuse jusqu'à ce que Shizuko sorte de dehors pour fermer la chapelle pour la nuit et trouve l'étudiante effondrée sur le sol, sous le choc, tandis que la créature a mystérieusement disparu dans l'obscurité sans laisser de traces. Le lendemain à l'école, le vampire de la chapelle en manteau devient le scoop quotidien le plus en vogue, que tout le monde discute pendant la pause déjeuner et entre les cours. Les élèves se rassemblent en groupe, partageant des théories et ajoutant leurs propres embellissements dramatiques à l'histoire. Entendre parler de son genre discuté si ouvertement est vraiment en train de faire flipper Erika, le rendant paranoïaque, craignant que quelqu'un ne fasse le lien. Les conversations deviennent encore plus inquiétantes lorsque les petits amis disent à leurs copines qu'ils les abandonneraient immédiatement si la menace du vampire s'avérait réelle. Alors que réagit comme si toute cette histoire de vampire était une activité tout à fait normale. Ce qui embrouille tout le monde, car on s'attend à ce que le président du conseil étudiant soit plus préoccupé par les menaces surnaturelles sur le campus. Erika ne comprend pas pourquoi il reste si indifférent face aux rumeurs qui circulent dans les couloirs et qui se répandent comme une traînée de poudre. Il affirme que la meilleure chose à faire est de découvrir la vérité absolue derrière ses observations et de décider d'un plan approprié à partir de là, plutôt que de paniquer à cause de rapports non confirmés. Vers la fin de la journée scolaire dans les dortoirs, Kanade a sorti l'armement divin de sa réserve d'urgence, qui est une croix en métal pleine et le grand collier d'ail qu'elle a tissé avec une précision militaire. Elle est prête à affronter n'importe quel vermisseau suceur de sang qui pourrait potentiellement nuire à sa précieuse et fragile sœur Haruna. Kuwei et le reste de leur groupe d'amis, qui viennent de revenir de leur activité parascolaire, la rencontre dans la salle commune, et remarque immédiatement son équipement de chasse aux vampires. Erika, déjà sur les nerfs à cause du cauchemar du matin et des ragots de la journée, devient significativement plus anxieux face à la menace surnaturelle prise si au sérieux par quelqu'un de si proche de leur cercle. Yori, en revanche, reste aussi insouciant que possible dans les circonstances, aidant même Kanade à alimenter sa délire paranoïaque en la complimentant sur son collier d'ail du marché fermier et en suggérant des mesures de protection supplémentaires. Son attitude décontractée à propos de l'équipement de chasse aux vampires frappe tout le monde comme étant soit très courageuse, soit très stupide. L'odeur écrasante du collier enchanté s'avère trop forte pour que de simples mortels puissent la supporter sans vomir. Bientôt, le fouet à poil arrive juste à l'heure et gronde immédiatement. La prétendue guerrière vampire censée donner l'exemple aux autres étudiants au lieu de semer le chaos avec ses préparatifs. Elle leur demande tous de retourner immédiatement à l'intérieur, et de cesser de déranger les autres résidents. Elle assure au groupe rassemblé que de telles créatures surnaturelles n'existent pas dans la réalité et que les étudiants ne devraient pas perdre de temps à s'inquiéter de menaces imaginaires. Cependant, elle admet qu'il y aurait apparemment une fille au hasard qui erre sur le campus, mystérieusement la nuit, ce qui pourrait expliquer les observations. Pendant que Yori joue de façon ludique avec Sœur Shizuko en lui posant des questions innocentes sur la sécurité de la chapelle, il donne au groupe un signal discret pour se préparer à un patrouille nocturne organisée pour enquêter correctement. Au crépuscule, lorsque le campus est calme, ils rassemblent leurs lampes de poche avant de commencer leur patrouille systématique de tous les bâtiments et terrains. Erika est associée à Kuwei pour leur itinéraire de recherche, et elle révèle pendant leur promenade à quel point mentir constamment à tout le monde sur sa véritable identité vampirique la fait se sentir vraiment mal à l'intérieur. Le poids de la tromperie écrase son esprit un peu plus chaque jour, tandis qu'il la réconforte avec des mots de soutien et des sourires rassurants. Elle continue de lutter contre sa faim grandissante pour son sang, qui devient plus forte chaque fois qu'ils sont seuls ensemble.
Après avoir passé des heures à fouiller chaque recoin du campus et à ne trouver absolument rien de suspect lors de leur enquête approfondie, ils se rassemblent tous à l'extérieur de la chapelle. C'est alors que le vampire vêtu d'une cape se révèle enfin. Après s'être positionné de manière proéminente sur le toit de la chapelle pour un maximum d'effet théâtral, il découvre que le mystérieux vampire qui terrorise les étudiants n'est autre que Kiria. Elle révèle qu'elle est un vampire dépendant qui a désespérément cherché son maître disparu. Sa recherche devient de plus en plus désespérée et moins subtile à mesure que les semaines passent sans aucune piste. Elle s'enfuit rapidement en utilisant une vitesse surnaturelle, et Erika la poursuit immédiatement avec une vitesse de vampire équivalente. Kuei et Sato suivent à pied aussi vite que leurs jambes humaines peuvent le permettre, mais ils se laissent rapidement distancer par la poursuite surnaturelle. Haruna, qui a entendu des bruits suspects venant de l'extérieur de sa fenêtre de dortoir, se réveille immédiatement de son léger sommeil. Après avoir vu deux silhouettes super rapides courir dans les bois sombres comme quelque chose sorti d'un thriller surnaturel, elle prend la décision discutable de s'aventurer seule dans les bois pour enquêter sur les créatures mystérieuses. Après avoir poursuivi la Kiria exceptionnellement agile à travers denses arbrés, buissons, Erika ne peut maintenir le rythme exigeant et tombe épuisée sur le sol de la forêt, où elle rencontre inattendu Haruna. La surprise de voir son ami en forme de vampire fait tomber Haruna immédiatement dans l'inconscience face à cette révélation écrasante. Après avoir parlé en privé avec Yori de ce qu'il faut faire selon le strict protocole vampirique, Erika se prépare mentalement à effacer complètement la mémoire de Haruna. C'est une procédure qu'elle a déjà effectuée, mais cette fois, elle est conflictuelle. Elle amène Haruna inconsciente au bâtiment du conseil et se prépare lorsque Kuei il déboule désespérément et lui demande de ne pas poursuivre la procédure. Elle révèle la douloureuse vérité, elle a en fait effacé la mémoire de Haruna auparavant. Il y a 6 ans, pendant leur enfance. Elle et Haruna étaient très proches, et elle jouaient souvent ensemble pendant cette année manquante. Le jour de son accident traumatisant, elle l'avait en réalité sauvé de la collision potentiellement mortelle en utilisant la vitesse de vampire et avait délibérément effacé sa mémoire de la rencontre surnaturelle pour protéger le secret. C'est pourquoi elle a disparu d'un an entier de ses souvenirs. Et elle ne se souvenait pas du tout de Kuei à son retour. Après que Kuei lui ait supplié désespérément de laisser intacte la mémoire d'Haruna cette fois, Erika refuse et commence la procédure d'effacement standard, selon le protocole établi pour les vampires. Haruna se réveille pendant le processus et remercie sincèrement Erika de lui avoir sauvé la vie, à l'époque, montrant qu'elle se souvient de plus que ce qu'on pensait. Erika réalise le sortilège de mémoire avec une précision minutieuse, mais à la grande surprise et soulagement de Kuei, elle n'efface en réalité pas les souvenirs comme tout le monde s'y attendait. Maintenant, Haruna se souvient clairement de Kuei et de tout le temps précieux qu'ils ont passé ensemble quand ils étaient enfants. Erika a décidé qu'elle en avait fini de tromper ses amis les plus proches et veut qu'ils sachent qu'elle est une bonne amie pour eux. Quelques jours se sont écoulés depuis la révélation, et Kiria n'est pas revenue. Depuis cette nuit-là, et Haruna est encore en train de se remettre des effets des sorts de mémoire. Alors que Kuei et Erika marchent ensemble vers l'école comme d'habitude, ils croisent Haruna et Kanade près des grilles de l'école. Haruna a l'air mieux qu'avant, mais semble encore un peu dans le brouillard. Avec Kanade qui reste près d'elle. Erika se prépare à recevoir une raclée, mais au lieu de cela, Kanade se met sur la pointe des pieds pour faire un câlin à Erika correctement. Elle la remercie sincèrement d'avoir sauvé Haruna de l'accident, et exprime sa joie qu'elle soit leur amie. Kanade est vraiment émue par cela, parlant de combien elle est heureuse qu'Erika ne soit pas une personne fausse prétendant être gentille. Alors que le groupe arrive à l'école, il rencontre aussi Kiria, qui est de retour et aussi froide que jamais, refusant même de parler à Yori et Saikiru. Elle les dépasse simplement comme s'ils n'existaient pas, ce qu'Yori trouve assez dur. Même pour elle. Il essaie de dire quelque chose, mais elle l'ignore complètement. Lui, tandis que Saikiru a l'air agacé mais ne pousse pas plus loin. Au bureau du conseil, après que Saikiru ait rappelé à Shiru son rôle désigné. En lui rappelant une certaine promesse qu'elle a faite. Erika se sent mal à l'aise lorsqu'il évoque cette promesse, et Kuei, qui vient juste d'entrer et a manqué la conversation sérieuse, se voit confier la tâche d'organisateur principal pour le festival culturel, avec Erika qui sert de son assistante dévouée comme d'habitude. C'est du classique pour le conseil étudiant, mais Kuei semble enthousiaste à ce sujet. Il commence à parler de toutes les choses qu'il pourrait faire et comment ce serait le meilleur festival de tous les temps. Le reste du groupe a offert tout son soutien et partagé ses idées créatives. Idées avant le festival, qui était prévu après leurs vacances d'été. Tout le monde proposait des suggestions à gauche et à droite. Kanade voulait une maison hantée, Haruna a suggéré un café, et même Shiro avait quelques idées sur des stands de nourriture. Pendant ce temps, Saikiru est allé rencontrer la redoutée Freeze Dry et lui a demandé de le suivre.
pour rencontrer quelqu'un de particulier, et Kiria n'a pas posé de questions. Elle l'a simplement suivi. Pendant ce temps, Erika et Kuei étaient allés faire des courses pour acheter des fournitures après qu'Yori leur ait spécifiquement demandé de s'occuper de l'approvisionnement. Ils formaient une bonne équipe, avec Kuei s'occupant de des choses lourdes et Erika qui gère les négociations. Pendant ce temps, ils ont rencontré les propriétaires locaux pour commencer à discuter du sponsoring et des partenariats pour le festival culturel. Certains propriétaires étaient vraiment intéressés à aider, surtout en raison du succès du festival sportif. Après avoir terminé leur expédition shopping, ils se sont assis près de la plage, où Kuei lui a demandé ce qu'était exactement un dépendant en termes de vampire. Elle a expliqué que les dépendants étaient des humains qui concluaient des contrats contraignants avec des vampires en buvant leur sang, ce qui leur conférait des capacités semblables à celles des vampires, mais signifiait aussi qu'ils deviendraient complètement esclaves de chaque souhait et commandement des vampires. Pendant ce temps, Saikiru avait amené Ika dans une maison brumeuse où une dame qui possédait des gènes de nain l'attendait patiemment. La dame qui attendait à l'intérieur était minuscule, même plus petite que la plupart des élèves à l'école, et il s'est avéré qu'elle était Keiya, la mère d'Erika, et la maîtresse de Kiria. Kiria, qui avait un contrôle total sur elle-même, donna une gifle sévère à la vieille crevette, et essaya de partir après l'avoir traitée de folle. Cependant, elle se soumit à la volonté de sa maîtresse comme une marionnette une fois que Keiya ordonna son obéissance. Pendant ce temps, Erika révèle à Kuei que sa mère était une vampire cruelle qui avait enfermé. Erika avait été éloignée étant enfant pour ne pas être une véritable vampire selon les normes traditionnelles. Cela expliquait à Kuei pourquoi Erika était toujours si préoccupée de s'intégrer dans le monde des vampires. La promesse dont Yori avait parlé plus tôt était en réalité un accord entre mère et fille, qu'Erika devait trouver un dépendant avant la graduation. Ou être forcée de rentrer chez elle pour être enfermée indéfiniment. C'était le grand secret autour duquel tout le monde tournait. Erika ne cherchait pas seulement à être une bonne vampire, elle était piégée par cela. Si elle ne trouvait pas quelqu'un à asservir avant la graduation, elle serait de nouveau enfermée. Kuei, qui ne se souciait pas de devenir un vampire de seconde zone super fort, a proposé lui-même pour devenir son dépendant immédiatement. Il n'a même pas hésité lorsqu'il a entendu parler de toute la situation. Cependant, elle a complètement rejeté son sacrifice. Elle ne voulait pas qu'il perde sa vie faible et pathétique d'humain pour devenir un serviteur fort qui pourrait vivre éternellement sous une servitude surnaturelle. Même si cela aurait résolu son problème, elle ne pouvait pas lui faire ça. Elle préférait affronter ce que sa mère avait prévu plutôt que de le transformer en esclave. Au sanctuaire, Yori réfléchissait profondément lorsque Shizuko entra. L'endroit était calme, et Yori semblait avoir beaucoup en tête. Lorsqu'elle lui a demandé de revenir car il commençait à se faire tard, mais il a affirmé qu'il y avait rien de quoi s'inquiéter, elle l'appelle toujours par son prénom. Il est parti après avoir fait une blague à propos de la façon dont les vampires ont soif du sang de la personne qu'ils aiment le plus. Après avoir raccompagné Erika suite à leur sortie shopping, elle a bu tout le sang qu'elle avait dans son réfrigérateur mais elle était devenue encore plus assoiffée et semblait ne désirer que le sang spécifique de Kuei. Plus elle essayait de s'éloigner de ses racines de vampire, plus son côté vampire devenait fort. Le lendemain, des étudiants s'accumulent devant le bâtiment du conseil pour soumettre leur demande de festival culturel au conseil et aux organisateurs d'événements. La file s'étend dans le couloir et tourne au coin, avec tout le monde portant des dossiers pleins de propositions et d'idées. Kuei et Erika sont coincés à une table dans la salle principale, en train de passer en revue chaque soumission. Il y a des demandes pour tout, des maisons hantées, au stand de nourriture en passant par les scènes de spectacle. Les étudiants viennent sans cesse poser des questions sur les règlements, les exigences d'espace et l'allocation du budget. Après une longue journée épuisante de planification et de coordination, Erika quitte avec Kuei. Ses mains sont crispées à force d'écrire des notes et sa tête est frappant en écoutant les plaintes et les demandes des étudiants toute la journée. Kuei a l'air tout aussi fatigué, se frottant les yeux et s'étirant le dos alors qu'il ferme enfin la salle du conseil. Elle lutte encore intensément contre sa soif et se garde constamment occupée pour se distraire de ses désirs écrasants. Chaque fois qu'il y a un moment de calme, elle sent la faim revenir. Elle se concentre sur l'organisation des papiers, la vérification des emplois du temps, tout pour garder son esprit occupé. Mais la distraction ne fonctionne que pour de courtes périodes, avant que l'envie ne revienne plus forte qu'auparavant. Sur le chemin du retour vers le dortoir, elle aperçoit un chat noir et sait quoi faire. Elle se dirige vers sa vieille maison pour retrouver Kaya. La naine veut savoir pourquoi sa fille n'a pas encore fait de Kuei son dépendant. Le dialogue laisse entendre qu'elle sait déjà qui il est et se demande pourquoi. Erika lutte contre l'inévitable malgré leur accord contraignant. Kaya souligne qu'Erika passe du temps avec ce garçon humain depuis des semaines maintenant et se demande pourquoi Erika perd son temps, alors que la solution à son problème est juste là. La date limite pour trouver un dépendant pesait sur elle. Malgré les rappels de sa mère concernant leur accord, Erika affirme qu'elle ne veut pas prendre de sang humain et refuse de laisser Kaya dicter ses choix de vie.
Kaya rétorque que l'accord qu'ils ont conclu est contraignant, et le temps presse, que cela plaise ou non à Erika. Le lendemain, Yori décide qu'il va offrir au comité une journée entière de repos pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il annonce cela lors de leur réunion du matin, en disant que tout le monde a travaillé trop dur pour les préparatifs du festival. Le stress se voit sur le visage de chacun, et ils ont besoin d'une pause avant que les choses ne deviennent encore plus chaotiques. Kanad a déjà une idée en tête avant même qu'Yori ne termine de parler. Elle sort ce qui ressemble à un livre de dessin pour tout petit, rempli de croquis colorés et d'une écriture désordonnée. Elle annonce qu'ils vont passer la journée à la plage à jouer et à regarder des feux d'artifice à la fin. Son enthousiasme est évident alors qu'elle montre ses plans mal dessinés pour des compétitions de beach volley et de natation. Ils décident de visiter l'île de Tamatsu, car Shiro et Saikiru ont une danse traditionnelle, à présenter selon les traditions religieuses de leur famille. L'île a un petit sanctuaire où leur famille effectue des danses cérémonielles. Depuis des générations, donc c'était l'excuse parfaite pour allier détente et obligations culturelles. Avant de partir pour leur journée à la plage, Erika décide de ne pas prendre les packs de transfusion sanguine. Elle fixe le réfrigérateur dans sa chambre, sachant que le sang à l'intérieur pourrait l'aider avec ses envies. Mais elle est toujours obsédée par l'idée d'être faible et ne veut pas du tout consommer de sang. Elle ferme la porte et s'éloigne, déterminée à tenir le coup. Une fois à la plage, Kanad a apporté un sac plein de jeux de plage et d'équipements sportifs. Haruna a hâte de se détendre simplement au soleil. Kuei jette des coups d'œil à Erika, remarquant qu'elle semble plus tendue que d'habitude. À la plage, après s'être changée en bikini, maillot de bain et short. Ils commencent la journée par de la natation et en jouant à plusieurs sports avec énergie. Ils installent un filet de volley-ball dans le sable et se divisent en équipes. Le match de volley-ball devient rapidement compétitif, avec Erika qui met à l'épreuve le casting de Haikyuu. Ensuite, tout le monde s'amuse à la plage. Mais Erika continue de se retirer des activités de groupe, s'asseyant sur le sable et regardant au lieu de participer. Au fur et à mesure que la journée avance, ils construisent des châteaux de sable et ramassent des coquillages. Shiro et Saikiru disparaissent un moment pour se préparer pour leur danse traditionnelle au sanctuaire. À la fin de la journée, Kuei, qui est avec Erika, essaie de lui prendre la main pour se rendre ensemble au sanctuaire Tamatsu. Cependant, elle évite son contact et s'enfuit. Selon Yori, ses envies de sang deviennent significativement plus fortes et plus difficiles à contrôler. Leur contact physique déclenche presque quelque chose en elle. Et elle ne peut pas se permettre d'être si proche de lui en ce moment. Elle trouve une excuse pour dire qu'elle doit changer de vêtements et s'empresse de partir. Yori, qui remarque les difficultés de sa sœur, parle à Kuei des effets douloureux de son délire et lui demande de veiller attentivement sur elle. Il ne révèle pas tous les secrets des vampires, mais il fait comprendre qu'Erika fait face à quelque chose de sérieux. Il demande à Kuei d'être patient avec son comportement étrange, et de rester proche au cas où elle aurait besoin d'aide. Alors qu'il s'approche du sanctuaire, il lui demande comment elle va. Mais elle fait semblant, prétendant aller très bien. Elle force un sourire et dit qu'elle est juste fatiguée par toutes les activités à la plage. Elle insiste sur le fait qu'elle a hâte de retrouver Shiro et Saikiru. Une fois au sanctuaire, ils enfilent des yukatas, avant de sortir pour regarder les feux d'artifice. Tout le monde va à un bon endroit en haut d'une colline qui surplombe l'eau, où ils peuvent voir les feux d'artifice clairement. Quand Yori pousse délibérément Kuei contre Erika, sa soif de sang devient écrasante et elle s'enfuit. Le contact accidentel active à fond ses instincts de vampire. Elle court dans la forêt autour du sanctuaire, finit par tomber sur l'herbe où elle lutte contre ses instincts vampiriques. Elle se recroqueville par terre. Kuei remarque qu'elle a disparu et la suit, et après l'avoir trouvée à terre, il en a complètement assez d'être impuissant. Et il la saisit et ne relâche pas son emprise. Reconnaissant que ses impulsions s'intensifient, il l'attire près de lui pour une étreinte et presse son cou contre ses lèvres. Il prend la décision pour eux deux, sachant qu'elle est trop têtue pour s'aider d'elle-même. Elle finit par se rendre et se nourrit de son sang. En se réveillant rafraîchie dans sa chambre, Erika a oublié son incident de consommation de sang, et se sent satisfaite d'avoir résisté à ses envies. Son corps se sent énergisé et fort, complètement différent de la faiblesse et la douleur dont elle se souvient des derniers jours. Elle suppose que sa volonté a finalement triomphé de ses instincts de vampire. Elle s'habille rapidement, impatiente de commencer la journée. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne ressent pas cette faim lancinante au fond de son esprit. De retour au bureau, elle reprend avec enthousiasme son travail d'organisation du festival et des divers événements associés. Elle étale tous les documents et plans sur la table, prête à s'attaquer à la montagne de tâches. Le festival n'est plus qu'à quelques semaines maintenant, et il reste encore beaucoup à coordonner. Elle fait des listes et les vérifie 2 fois, déterminée à réussir. C'est le meilleur festival culturel que l'école ait jamais vu. Quand Kuei entre, elle s'approche pour l'aider avec les affaires qu'il portait. Mais en s'approchant de lui, elle s'évanouit.
Elle est trop submergée par son sang et sa présence et tombe à genoux. Les souvenirs lui reviennent en détail saisissants. De boire son sang, et elle se sent dégoûtée. Son comportement change radicalement, et elle essaie de se concentrer sur le travail comme distraction. Elle se relève rapidement, évitant le contact visuel avec Kuei, et s'enfonce dans la paperasse. Chaque fois qu'il bouge ou parle, elle sursaute légèrement, luttant contre l'envie de se rapprocher de lui. Kuei essaie de demander si elle va bien, mais elle lui fait signe de s'en aller avec des excuses bafouillées sur la fatigue. Elle garde ses distances, restant de l'autre côté de la pièce autant que possible. Plus tard, Kuei retrouve Haruna et Kanade, lui expliquant son absence soudaine. Lors des événements de la nuit dernière avant qu'il ne commence à parler de l'organisation de la fête, il leur dit qu'il a dû aider Erika avec quelque chose d'important, en gardant les détails vagues. Haruna et Kanade semblent satisfaites de elle. Explication et ne cherchent pas à en savoir plus. Après leur conversation, Kuei revient à la recherche de la vice-présidente mais ne la trouve nulle part. Il vérifie Everywhere, mais elle a complètement disparu. Finalement, il reprend le travail sur les préparatifs du festival, tout en remarquant l'absence croissante d'Erika. La planification du festival commence à prendre du retard, car de nombreuses tâches nécessitent son avis ou son approbation. Dans sa chambre, Erika essaie de satisfaire sa soif avec du sang ordinaire. Mais cela s'avère inutile. Elle ouvre le petit réfrigérateur et en sort plusieurs. Des sacs de sang donnés qu'elle garde pour les urgences. Elle les boit un par un, mais la faim ne disparaît pas. Au contraire, elle s'aggrave. Elle ne désire que le sang de Kuei, et elle se blottit sur son lit, se tenant le ventre alors que la douleur familière revient. Elle réalise que quelque chose de fondamental a changé après avoir goûté au sang humain. Sa nature de vampire n'est plus satisfaite par des substituts. Au cours des jours suivants, Kuei cesse complètement de la croiser et devient submergée par ses devoirs au conseil des élèves et les responsabilités scolaires avec les élèves qui aident à la préparation. Le festival approche à grands pas, et sans l'aide d'Erika, tout repose sur ses épaules. Chaque problème atterrit sur son bureau, et il court de crise en crise, essayant de garder tout sur les rails. Pendant la nuit, alors qu'elle lutte contre ses cravins agonisants, Kiria arrive avec un message de Kaiya. Elle insiste pour qu'Erika rentre chez elle, puisqu'elle a refusé de faire de Kuei son dépendant malgré le fait d'avoir consommé son sang, ne respectant pas sa part de l'accord. Le message est délivré avec le ton habituel désinvolte de Kiria, et Erika l'insulte. Pour être une marionnette d'un maître sadique. Erika révèle que sa mère a mené un jeu s'étalant sur des siècles avec elle, effaçant ses souvenirs d'être son serviteur et l'exilant pour passer des décennies et des siècles à la chercher, seulement pour lui effacer à nouveau la mémoire, et redémarrer ce cycle tordu de cache-cache. Kiria, choquée, s'en va après avoir délivré le message, qui transmet essentiellement la question de Kaiya sur pourquoi elle refuse de boire le sang qui a été donné de son plein gré. Le lendemain, après avoir discuté avec Kanade et Haruna et enfin développé une solution astucieuse, Kuei va informer Erika d'un plan de soirée après la fête, mais ne parvient pas à la retrouver à nouveau. Les autres lui disent qu'Erika n'était pas là quand il se dirige vers le repère du diable. Mais elle se cache dans le bureau du conseil et sort après son départ. Elle attend derrière la porte, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir. Ce n'est que lorsqu'elle est certaine qu'il est parti qu'elle sort de sa cachette. Ses envies ont atteint un point où elle s'effondre sur le bureau rien qu'en pensant à lui. Elle s'accroche au bord du bureau, essayant de se stabiliser. Ses instincts de vampire prennent le dessus malgré ses efforts pour y résister. Ayori suggère de trouver une autre personne pour servir de dépendant. Mais étant donné que le sang de Kuei est unique, ce ne peut pas être n'importe qui. On lui fait savoir que le sang humain a tous des goûts différents, et une fois qu'un vampire développe une préférence pour quelqu'un de spécifique, le sang des autres devient insatisfaisant. Shiro décide de se porter volontaire pour mettre fin à la souffrance d'Erika. Elle s'avance calmement, s'offrant sans hésitation. Elle dit qu'elle comprend la situation et veut aider à la résoudre avant que les choses ne s'aggravent. Mais cela met Saekiru en colère, qui saisit Ayori par la gorge, mais se calme lorsque Ayori, révélé comme son maître, lui ordonne de cesser. Erika, toujours obsédée par son fantasme de mortalité perpétuelle, reste déterminée à trouver sa propre solution. Elle insiste sur le fait qu'il doit y avoir une autre façon impliquée d'enfermer quelqu'un ou de renoncer à son humanité. Elle refuse l'offre de Shiro et dit à Ayori d'oublier les exigences de leur mère. Plus tard dans la soirée, elle s'effondre devant la chambre de Kuei, cédant à ses impulsions. Elle rampe dans le couloir à quatre pattes, incapable de marcher droit. La faim l'a complètement consumée, et elle ne peut plus lutter contre ce que son corps exige. Elle atteint sa porte et s'effondre contre elle, trop faible pour frapper ou appeler son nom. Bientôt, Erika est revenue volontairement chez elle, car elle refuse de survivre avec le sang de Kuei et retourne s'enfermer une fois de plus. Elle prend cette décision au petit matin. Des heures où ses envies deviennent trop intenses à supporter.
Plutôt que de risquer de lui faire du mal ou à quiconque d'autre, elle choisit de retourner à l'endroit qu'elle déteste le plus. Ce choix laisse Kaya extrêmement déçue d'elle-même. Lorsqu'Erika arrive au domaine familial, sa mère l'attend dans le hall principal. Kaya s'attendait à ce que sa fille revienne avec un nouveau dépendant à ses côtés, pas comme un échec, qui n'a pas pu accomplir la tâche simple d'asservir un garçon humain. La déception dans sa voix est plus profonde que n'importe quelle punition physique. De retour à l'école, Kuei se réveille pour trouver le petit parachute qu'elle a laissé devant sa porte. Le minuscule artefact en papier est posé sur le sol, et Kuei se rend à la salle du conseil pour la chercher. Lorsqu'il s'enquiert de son emplacement, Shiro explique tout ce qui s'est passé la nuit précédente, pendant qu'Yori l'informe qu'elle est partie définitivement. L'explication de Shiro est factuelle mais douce, essayant de l'aider à comprendre la situation impossible à laquelle Erika faisait face. Yori l'emmène à la chapelle où il explique qu'elle a choisi de partir parce que le tourment de sa soif est devenu insupportable, et il dit à Kuei qu'Erika essayait de le protéger en s'en allant, et que s'il veut son retour, il devra agir lui-même. Yori fait comprendre qu'Erika ne reviendra pas d'elle-même, car son sens du devoir et son esprit de sacrifice sont trop forts, et si Kuei veut changer la situation, il doit être celui qui fait le premier pas. Pendant ce temps, les autres élèves s'occupent des préparatifs du festival et continuent de demander où est la vice-présidente, inconscient de ce qui se passe. Kuei essaie de gérer les tâches administratives, mais les élèves continuent de demander où elle est et quand elle reviendra. Il donne des excuses vagues à son sujet, mais les gens commencent à remarquer que son absence dure trop longtemps. Kanade et Haruna décident d'organiser un autre rassemblement autour du thé. Ils s'inquiètent à la fois de la disparition d'Erika et du comportement de plus en plus stressé de Kuei. Ils pensent qu'un après-midi de détente entre amis pourrait aider tout le monde à se sentir mieux. Ils envoient des invitations et commencent à planifier des collations et des activités. Plus tard dans la journée, après avoir rencontré le Kuei en détresse qui a commencé à halluciner et à prendre Haruna pour Erika, lors de la fête de thé, il révèle que Erika ne reviendra pas comme ils l'avaient tous anticipé. Son épuisement et son inquiétude l'ont poussé à la limite. La fête de thé devient plus sérieuse lorsqu'il explique la situation. Haruna et Kanade écoutent, choqués, alors qu'il décrit la situation d'Erika. Elle lutte avec sa nature de vampire et les exigences de sa famille. Il l'encourage à la ramener car elle est devenue cruciale pour leur cercle d'amis et les élèves de l'école. Kanade souligne qu'Erika leur a tous apporté de l'aide, de différentes manières, et qu'ils doivent l'aider maintenant. Haruna est d'accord, disant que de vrais amis ne abandonnent pas l'autre quand les choses deviennent difficiles. La conversation se prolonge tard dans la nuit alors qu'ils discutent de solutions possibles. Kanade propose qu'ils y aillent tous ensemble pour la ramener. Pendant ce temps, chez Kaiya, Kiriya va chercher Erika pour Kaiya. Le domaine familial est froid et imposant, et après avoir décidé de récupérer Erika, Kuei rencontre Yori et Shiro à l'entrée et il l'escorte jusqu'à la maison Sendo. Là, il croise Kaiya, qui est ravie de voir que sa dépendante est venue se proposer à nouveau. La petite vampire l'examine avec intérêt, tournant autour de lui comme un prédateur évaluant sa proie, et elle suppose qu'il a enfin retrouvé ses esprits et réalisé que devenir le dépendant d'Erika est la solution évidente au problème de tout le monde. Kuei affirme qu'il ne souhaite pas devenir indépendant, et qu'il veut simplement ramener Erika à l'école. Il dit essentiellement à l'ancien vampire que sa fille adolescente, qui a littéralement besoin de sang pour survivre en tant que vampire, ne devrait pas être contraint de réaliser l'activité fondamentale des vampires. Kaiya, qui est exaspéré, le lance dans les airs comme s'il ne pesait rien. L'ancien vampire se redresse et se saisit du cou, se préparant à démontrer sa véritable faiblesse, lorsqu'Erika apparaît. Elle avait écouté depuis le couloir et ne pouvait pas supporter de le voir blessé à cause d'elle. Elle supplie Kaiya de laisser Kuei partir et lui demande de s'éloigner d'elle, car elle n'était qu'un problème. Elle essaie de rendre sa voix froide et distante, mais elle tremble d'émotion. Il refuse et lui demande de l'accompagner. Kuei s'approche malgré ses tentatives de le repousser. Il lui dit qu'il n'a pas peur de sa nature de vampire, et qu'il n'ira nulle part sans elle. Il propose qu'elle puisse lutter contre sa faim de vampire tout en vivant la vie qu'elle souhaite, entourée d'amis qui se soucient d'elle. Ce n'est pas une solution parfaite, mais c'est mieux que d'être enfermée, et étonnamment. Elle accepte et confronte sa mère tandis qu'Yori regarde aux côtés de Shiro. Fière de sa sœur pour avoir forgé son propre destin. Erika s'oppose à Kaiya pour la première fois de sa vie, déclarant qu'elle va trouver sa propre façon de gérer le fait d'être vampire. Yori sourit en voyant sa sœur enfin faire preuve de caractère. Kaiya avertit Erika que ce chemin ne mènera qu'à plus de souffrance, mais Erika est déterminée à essayer. Elle dit à sa mère qu'elle préfère lutter avec ses choix plutôt que de vivre comme une prisonnière dans sa propre maison. Après avoir attendu toute la nuit devant le dortoir, Kanade, Haruna et Tsukasa sont soulagés de voir enfin Erika revenir à l'école.
Ils ont pris des tours pour garder le poste, déterminés à être là quand elle reviendra. Lorsqu'il la repère enfin marchant sur le chemin avec Kuei, il court pour la saluer avec des câlins et des larmes. Ils organisent ensuite le festival culturel après les vacances d'été et se concentrent sur savourer le temps qu'il leur reste avant l'obtention du diplôme. Le festival culturel est un énorme succès. Grâce à tout leur travail acharné, Erika se lance dans les activités, utilisant le programme chargé pour se distraire de sa faim persistante. Les amis passent leurs derniers mois d'école à créer des souvenirs ensemble, sachant qu'ils vont bientôt prendre des chemins différents. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as regardé jusqu'à la fin, commente ci-dessous, sœur. Les attributs sacrés de Shizuko pour embrouiller les normies. Si tu aimes les résumés d'animes comme celui-ci, n'oublie pas de jeter un œil à cette vidéo juste ici.